Je m'appelle Guy Goodwin, je suis professeur de psychiatrie en Oxford, en Angleterre. Je suis venu pour présenter une exposition sur les cohorts de bipolaires chez nous, les étudiants de l'université qui a le trait de bipolarité. C'est une étude qui est passée depuis quelques ans et continue dans l'avenir. J'ai des objectifs qui sont précisés sur le diapo ici. Je veux parler un peu du commencement des troubles bipolaires chez les jeunes. Et je veux démontrer qu'il existe une validation biologique des résultats qui viennent pour la plupart des questionnaires, qui est totalement subjectif, mais il y a une association avec des changements biologiques aussi, que je trouve important. Deuxièmement, on a fait une étude qualitative chez les étudiants pour décider si c'est une méthode qui est valable, qui est acceptable pour la plupart des étudiants chez nous. Parce que ça existe le stigmatisme des troubles mentaux partout. Et c'était intéressant de poser des questions. Est-ce qu'il y a des changements sociaux, on peut dire, où c'est plus acceptable maintenant de poser des questions qui concernent l'humeur, les relations et tout ça. Finalement, je vais parler très peu de ça, mais il existe, je pense, des opportunités pour inventer des interventions tôt pour prévenir les troubles bipolaires. Ça existe, à ce moment, ce n'est pas possible de dire que c'est décidé comment faire ça, mais je pense qu'en principe, on peut commencer de penser à ça. Bon, je suis sûr que vous êtes tous très connaissants de la terminologie, mais pour moi, peut-être à souvenir. On parle d'un phénotype bipolaire et on retourne à DSM-4 pour cette classification où on a un Venn diagram, où on a les conditions déprimées et c'est associé avec une population qui a les deux, dépression et les conditions maniaques. Et on s'appelle ça les conditions bipolaires 1. Il faut dire que j'ai que les diapos en anglais et pour moi, c'est un peu une tâche de Stroop. Et je m'excuse en avance. Et on a aussi les conditions bipolaires 2 et ça veut dire qu'on a les conditions de hypomanie normalement avec dépression. Et ça, c'est comme on dit, c'est le diagnostic classique des troubles bipolaires. Il existe aussi un spectre important qui est moins qu'hypomanie, mais en même temps, c'est possible d'identifier. Et sans dépression, ça veut dire les conditions, les symptômes hypomaniaques, qui est maintenant presque obligatoire pour les comédiens en Angleterre. On doit être bipolaire et ça, je pense qu'il existe dans ce champ ici. Mais aussi, c'est important qu'il existe chez eux qui deviennent déprimés. Et ça nous pose un problème, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va parler d'une condition bipolaire ou unipolaire pour ces gens-là. Et c'est une question de borne. Et c'est possible de gonfler la définition de bipolarité par diminuer les critères pour dire qu'on a une condition hypomaniaque. Et il y a, par exemple, Akiskal qui a fait un gonflement peut-être un peu trop grand, où il pense que toutes les conditions de maladie d'humeur sont bipolaires. Et ça, c'est possible de discuter, mais à mon avis, je suis un peu plus conservateur. Bon, je commence avec une étude que vous connaissez parce que c'est présenté, je pense, par Ulivitchin dans le passé, dans cette série. C'est the Early Developmental Stages of Psychopathology, EDSP Study, qui était
une étude prospective longitudinale chez les adolescents et jeunes adultes qui habitent à Munich, München, ou près de là. Et ils ont l'âge de 14 à 24 ans, à le baseline, qui était en fait presque 20 ans, il y a 20 ans. C'est une étude qui est fondée sur les interviews par les psychologues et on a les données de approximativement 1000 ou peu plus que ça qui étaient suivis pendant, je pense que c'est au moins 3 ou plus que ça années. Et les données sont très intéressantes, je trouve, pour quelques raisons. Premièrement, ils ont estimé le moment d'évolution des conditions bipolaires comme décrit dans DSM-4. Et vous voyez qu'on a ici l'incidence qui est développée contre l'âge en an, à l'âge de 30. Et vous voyez que l'action, c'est ici, dans les années adolescentes. Et pour voir plus clairement, ici, on a une normalisation où c'est 100% de tous les cas qui étaient unipolaires plus hypomaniaque, unipolaire maniaque, bipolaire dépressif et hypomaniaque et unipolaire dépressif. Et c'est évident que par l'âge de 22, 23 ans, presque tous les incidences sont exprimées. Et alors c'était cet âge, cette phase de la vie qui est le point où ces problèmes deviennent importants. Et ça, je trouve très important. Deuxièmement, il y a des observations sur les symptômes hypomaniaques. Parce qu'ils ont trouvé que les symptômes sont très, très communs chez les jeunes de cet âge, moins de 20 ans. Beaucoup plus communs que pensé d'avant. Aussi, il y a très peu d'épisodes qui est incidente après l'âge de 21 ans. Toute l'action, c'est avant ça. C'est très bon pour focaliser nos efforts d'identification et d'intervention. Aussi, c'est vrai que la plupart des incidences des individus avec ces problèmes, en fait, n'étaient jamais soignés. Et aussi, c'est intéressant, souvent, ils n'étaient jamais déprimés. Alors, on peut voir que les conditions hypomaniaques chez les jeunes, c'est un peu une étape de développement, on peut dire. Et c'est un peu comme plus tôt dans le développement, on a les conditions anxieuses, on a les états d'anxiété qui est présente, par exemple, dans les petits de l'âge de 5 ou 10 ans. Et l'âge de hypomanie, c'est plus tard dans le développement. Et ça nous donne une perspective importante, je pense. Très bien. Je m'excuse parce que j'ai promis de ne pas avancer avant. C'est difficile. Alors, nous avons, il y a peut-être 8 ans, nous nous sommes demandé si c'est possible de faire une étude sans interview, avec un libre service, on peut dire. Utiliser le fait que tous nos étudiants sont en ligne le jour qu'ils arrivent aux universités. Et c'est possible de les contacter et de poser des questions formelles sur un questionnaire et de collectionner toutes les données
sans effort. C'est magique, en fait. Et on a décidé d'inclure le questionnaire, le MDQ, c'est le Mood Disorder Questionnaire. Pour ça, on a vu que c'est possible d'identifier dans notre population des étudiants des cas, des traits qui est important par rapport aux conditions bipolaires. Et c'était une méthode très, très bon marché, point de vue de réseau. C'est important chez nous. Chez vous aussi, je suis sûr. Bon, c'est le questionnaire de MDQ. Il y a des questions, c'est très évident, c'est dérivé des items de DSM-4 pour qualifier pour les conditions maniaques ou hypomaniaques. Alors, you felt so good or so hyper. Il faut avoir un accent américain pour dire ça parce que c'est une échelle américaine. You felt so good or so hyper that other people thought you were not your normal self. Or you were so hyper that you got into trouble. Okay. On a fait des petits changements pour les Anglais, mais le principe est clair. Et il y a 13 questions. Et c'est déjà déterminé dans la population générale que plus que 7 réponses positives sont indicatives. Ce n'est pas preuve de bipolarité, mais c'est intéressant. C'est un cut-off. Et on a fait cette étude à Oxford et aussi aux États-Unis à Stanford. Et c'était pas très sérieux, mais on veut poser la question, est-ce qu'il y a une différence entre l'incidence, la prévalence de conditions hypomaniaques dans le soleil de Californie versus la pluie de vallée de Tamise? Et en fait, les fréquences sont absolument pareilles, c'est pas du tout différent. Et ça nous dit que ce n'est pas une question sociale, ce n'est pas une question des conditions culturelles qui fait les réponses différentes entre les deux populations. En fait, c'est assez important si on reste uniquement sur les réponses aveugles, on peut dire. Voilà, vous voyez qu'en fait, 50% des populations d'étudiants répondent à 0 à toutes les questions. Il n'a pas l'expérience, malheureusement, d'être un peu hypomaniaque. Et ça est intéressant soi-même, mais il y a une distribution qui est en continuum d'expérience entre eux qui disent non, jamais des symptômes hypomaniaques, à eux qui ont un score de 10 ou 12, entre 10 ou 12, sur 13. Et ce qui est intéressant, c'est si on pose la question, combien d'étudiants marquent un score plus que 7? C'est approximativement 20% de la population. C'était exactement comme la donnée qui vient de IDSP d'Allemagne. C'est le même pourcentage, c'est la même tendance de voir ce trait qui est commun dans la population avec un âge de 19 ans moyen. Et c'est pareil entre Oxford et Stanford. Bon, c'est possible aussi d'avoir un cut-off où on a plus que 7 réponses positives aux items hypomaniques et encore des réponses positives à la question est-ce que ces symptômes sont groupés en temps ou est-ce que ces symptômes posaient des problèmes pour vous? Et si on dit oui à toutes les deux choses, c'est probable qu'on a une condition diagnostique bipolaire. Et si on prend ce threshold pour Oxford et Stanford, on voit que c'est entre
2-3% de population qui est MDQ positive. Ça, ce n'est pas du tout un diagnostic, mais c'est indicatif, on peut dire. Mais ça c'est près des autres estimations de prévalence de bipolarité dans la population. Vous voyez aussi que dépression majeure a une fréquence de presque 6% dans cette population à l'âge de 19 ans. Bon. On a des données qui viennent d'un ordinateur qui est complété par les étudiants qu'on n'a jamais comment on dit? Merci, rencontré. C'est une excellent. Très bien. Est-ce que c'est valide de faire ça? Est-ce qu'on a une différence qui est mesurable chez ces jeunes qui est biologique? Et on a fait des études, 3 études en fait, que je veux vous présenter. Premièrement, on a fait une étude d'imagerie structurelle. Deuxièmement, une étude de sommeil et de cortisolémie. Et troisièmement, une étude sur la sensibilité par rapport à l'alcool. On a commencé avec une technique très connue ici, j'en suis sûr, de mesurer la projection des nerfs, des fibres dans le cerveau. Et c'est basé sur diffusion tensor imaging. Ça, c'est difficile de parler techniquement par rapport à la psychiatrie. Maintenant, je suis dans le terrain physique. C'est encore plus difficile pour moi. Diffusion tensor imaging, ça dépend sur le fait qu'on a des différents environnements pour les molécules de l'eau. Et quand on a une isotropie complète, les molécules sont libres à diffuser au hasard. Il fait les chemins indépendants et au hasard. Par rapport à la condition d'une condition anisotropique où le mouvement des molécules est contraint par des facteurs normalement physiques, par exemple, dans une fibre de neurones, c'est possible d'imaginer que c'est plus facile de diffuser dans le long d'une fibre comme ça que au perpendiculaire. Cette technique, avec le magique de magnetic resonance imaging, nous donne une technique pour voir le CSF, le fluide cérébrospinal, qui a une diffusivité qui est haute, parce que c'est très facile de diffuser dans ce médium pas limité. On a les propriétés un peu différentes dans les neurones, le gray matter. Comment on dit ça en français? Substance grise. Et substance blanche. Alors, dans la substance grise, on a une certaine isotropie ça veut dire que ce n'est pas restricté par rapport aux directions, mais la diffusivité est limitée. Alors, c'est moins que dans le fluide cérébrospinal. Finalement, substance blanche a une certaine anisotropie. Ça veut dire que la diffusivité de l'eau est contrainte par les fibres dans les grands tracts. Comment on dit ça? C'est tract? Tract?
Fissu? Faisceau. Faisceau, OK. Alors, c'est possible avec cette méthode d'avoir des images. On peut voir la différence entre diffusivité. Et ça veut dire qu'on a un signal beaucoup plus clair dans le CSF que dans la substance grise ou blanche. Ou on peut dériver une mesure FA, Fractal Anisotropy, qui est beaucoup plus fort dans la substance blanche parce que c'est beaucoup plus structuré par rapport aux directions de diffusivité de l'eau. Bon, j'arrive. On a fait une étude avec 38 individus avec le diagnostic de bipolar 2 ou bipolaire NOS, not otherwise specified. Il y a les volontiers qui étaient identifiés parce qu'ils ont les scores élevés sur le MDQ. On a fait une interview pour déterminer si le diagnostic est exact. Et après, ils sont entrés dans l'étude avec leur with their consent, comment le consentement. Ils étaient comparés avec les contrôles, les participants sains, qui étaient exactement même âge, même sexe, même IQ, mais aussi, et ça c'est peut-être le plus important, recrutés dans exactement la même façon. Et ça, on trouve très souvent que les case control studies, les cas contrôle études, sont souvent gâchés par le problème que le choix des contrôles se trouve pas du tout contrôlé. Et ça veut dire que si on a une méta-analyse, la variation entre les patients, les groupes de patients, c'est assez petit. La variation entre les contrôles, c'est énorme. Et ça, c'est très important pour le champ en général. Et ça veut dire que nous avons, à cause de ça, on a un vrai contrôle pour ce que nous intéresse, qui est le diagnostic bipolaire. Bon, le résultat, quelques données. L'âge, à ce moment, était, vous voyez, le même, c'était 20 ans. Le score de MDQ était très différent comme nécessaire. Il y a évidence, une petite différence entre les scores sur la HAM-D, Hamilton Depression Scale, et aussi le YMRS, c'est l'échelle Maniac. Mais les scores sont petits et les différences sont normales dans ces populations, dans les autres études. Finalement, il y a une différence d'impulsivité, mais ce n'est pas très important. Finalement, les volumes de substances grises, substances blanches, étaient exactement équivalents dans les deux groupes. Ça veut dire qu'il n'existe pas évidence d'une différence de volume qui est de temps en temps décrit dans les échantillons de patients de bipolar 1 dans le qui était l'âge de 40 ans peut-être. Mais il existe des différences très importantes par rapport au FA, Fractional Anisotropy. Et voilà, vous voyez les différences entre les contrôles et les bipolar 2, qui c'est démontré par les différences de couleur. Ce n'est pas très facile de voir, malheureusement, mais c'est la couleur de vert sur les images, là. Et partout dans la substance grise, il existe une différence statistiquement significative entre les deux groupes. Ça veut dire le groupe de bipolar 2 et le groupe de bipolar NOS.
Et ça, c'est intéressant. Et c'est très difficile d'expliquer par hasard. C'est évidemment une différence significative. On a aussi une différence de diffusivité entre les bipolaires et les contrôles, où la diffusivité est augmentée chez les patients, chez les bipolaires, parce qu'ils ne sont pas pour la plupart des patients. Alors, pour conclure, on a vu que le effet est moins et la diffusivité est augmentée. Et ça, c'est possible que ça suggère une différence entre la cohérence des fibres dans la matière, substance grise, substance blanche. Finalement, c'est important qu'il existe déjà beaucoup de données concernant le FA. Et c'est intéressant que c'est augmenté de l'adolescence avec l'âge. Et c'est aussi contrôlé dans les études de jumelles par l'héritage. C'est-à-dire qu'on a vu une différence, que c'est possible que cette évidence d'une différence de développement entre les deux groupes de même âge, même expérience dans ces vies. Et c'est possible que ça, et c'est possible que c'est une cible pour les études génétiques par rapport au mécanisme de différence entre les deux groupes. Voilà. De structure à fonction de sommeil, c'est possible de mesurer la phénotypie de sommeil des étudiants très facilement avec un truc qui est attaché à le bras. Et c'est nécessaire que c'est là pendant des journées. C'est pas facile pour nous, c'est pas facile pour les volontiers. Et vous voyez qu'on peut construire un graphique où on a, c'est le temps c'est l'heure de journée. Et ici, on a une mesure d'activité. Et pour la plupart, c'est moins dans l'heure de la nuit. Et c'est possible de faire des mesures de phase, mesures d'amplitude, amplitude, et de construire une comparaison entre les contrôles et les bipolaires. Ce n'est pas immédiatement évident, mais la différence importante, c'est entre l'activité maximum dans les heures ou dans la nuit. L'activité est augmentée chez les... Peut-être on va parler des patients parce que c'est plus simple. Dans les patients, c'est élevé dans les heures où c'est normal que c'est la nuit. Et ça veut dire qu'ils sont plus actifs la nuit, plus actifs dans le sommeil. Les autres paramètres sont pour la plupart très comparables. Et c'est important qu'il n'existe pas évidence d'une différence de phase entre les deux groupes. Tout souvent spéculé qu'il existe, mais on ne trouve pas. Les mêmes sujets ont volontiers aussi pour donner une sample de salivaire, salivaire. Merci. Et on a mesuré le niveau de cortisol. Et ça, c'est pris à un moment de réveil et encore une quart d'heure, une demi-heure, trois quarts d'heure. C'est un effet immédiat de réveil. C'est
Ça, c'est les contrôles, et ça, c'est les patients. Et la différence significative est aussi, qui est peut-être intéressant, c'est pas preuve, mais c'est une, comme on dit, c'est un hypothesis generating, c'est que le cortisol était corrélé avec la mesure qui était dérangée chez les patients. Alors, ça veut dire que le plus qu'on a une élévation d'activité en sommeil, le plus qu'on voit une élévation de cortisol à un moment de réveil. C'est encore une mesure biologique qui dit que nous avons quelque chose un peu différent chez ces jeunes avec bipolarité. Finalement, sensibilité à l'alcool. Pour ce, c'était une étude très bien faite par Sarah Yip. On a pris que le critère de MDQ élevé. Ce n'était pas une étude sur les patients, sur les individus diagnostiqués. C'était que ces étudiants ont un MDQ élevé ou pas. On a fait des mesures subjectives et pharmacokinétiques à une dose d'alcool de 0,8 grammes par kilogramme. Ça veut dire presque une bouteille de bon vin. Demi-bouteille de bon vin, pardon. C'était une étude où ce n'était pas très difficile à recruter les sujets. Malheureusement, il existe une condition placebo, mais c'était difficile, mais c'est possible de faire avec des additions, c'est possible to make it difficult to distinguish. C'est publié il y a quelques mois. Et les résultats sont encore intéressants. Voilà, nous avons les mêmes comparaisons entre les études, les contrôles et les BPP. On a dit que c'est eux qui ont un broad bipolar phenotype. Et c'est encore très différent. Les contrôles sont 0. Les BPP ont un MDQ élevé. On a fait des autres mesures, mais ce n'est pas très important. Sauf que voir qu'il n'existe pas en avant une différence de consommation d'alcool chez ce volontiers. Aussi, il n'existe pas une différence, par exemple, de fréquence d'alcoolisme chez les parents. C'était pas on n'était pas confondu par ça. Voilà. Biologiquement, c'est pareil par rapport au niveau d'alcool dans le breath. C'est très topical en France maintenant d'avoir un truc dans la voiture pour... On a fait ça. Qu'est-ce que c'est? Ça veut dire? Un test. Okay. Et vous voyez que les deux groupes ont exactement le même niveau d'alcool après consommation d'une bonne demi-bouteille de vin. Mais il y a une grande différence subjective entre les deux groupes. Et ce qui est important, c'est qu'il y a une réduction par rapport aux contrôles chez les patients, chez eux qui ont des traits bipolaires. Ça veut dire, c'est une interprétation, mais ça veut dire, je pense, qu'on a besoin d'une pleine bouteille de vin pour avoir le même effet subjectif chez les jeunes avec les traits très importants. Ça commence à expliquer pourquoi ils boivent plus, peut-être. Mais aussi très important et très intéressant, c'est un fait peut-être pas très intéressant, mais c'est associé avec une autre différence très importante, et sont les attitudes versus les boissons, versus l'alcool.
Et ce que nous qu'est-ce que nous trouvons très intéressant, c'est qu'il existe une grande différence d'anticipation entre les deux groupes. Ça veut dire que même que les effets sont moins forts chez les traits bipolaires, les expectations s'étaient beaucoup élevées. Alors, il a l'expectation que l'alcool sera excellent par rapport, globalement, par rapport relaxation et par rapport, qu'est-ce que c'est cela, par rapport le arousal, comment dire ça en français, c'est arousal, c'est français? OK. Ou agressivité. En fait, c'est la même tendance dans toutes les mesures, mais ça veut dire, je pense, que c'est une association importante parce qu'on a les pensées, les cognitions un peu disturbées, dans le sens qu'il a beaucoup plus d'anticipation de choses positives de boire l'alcool, mais en même temps, il a un effet, en fait, qui est moins. Et ça veut dire que l'impulsivité est augmentée, mais l'effet est un peu diminué par rapport au normal. Et c'est peut-être une déséquilibration qui est alliée avec une tendance d'être problématique par rapport à la consommation de vin. Bon, j'arrête ici avec je conclure que les différences structurelles nous offrent une validation de la base en cerveau de phénotype bipolaire. Et pour moi, c'est important parce que c'est un effet qui est indépendant de médication, parce que pour la plupart, ils étaient naïfs par rapport à des antipsychotiques ou de lithium. Et ça, c'est très difficile dans les autres études, parce que c'est souvent le cas. Il a été exposé à ces médicaments. Nous savons que ces médicaments soi-même font des différences, des effets dans le cerveau. Deuxièmement, c'est indépendant de le fardeau de maladie, parce que pour la plupart, on a chez notre échantillon dans la clinique un gros fardeau de quelques années de difficultés, par exemple des maladies physiques, de stress de toutes sortes. Et ça, c'est possible que ça explique souvent les différences biologiques qu'on trouve chez les échantillons de maturité, on peut dire. Les différences de fonction semblent aussi intéressantes parce que je pense que nous avons déjà les hypothèses que le sommeil, la mauvaise régulation de sommeil, la mauvaise régulation les axes endocrins sont très importants chez les dépressifs, chez toutes les maladies d'humeur. Et c'est déjà présente dans ces jeunes personnes à un âge où les autres problèmes n'existent pas. Deuxièmement, l'alcool, c'est un très important risque. L'abus d'alcool, c'est une comorbidité très importante chez les bipolaires. Et c'est aussi peut-être c'est un chemin pour comprendre le risk-reward ratios dans les jeunes qui sont à risque de bipolarité. Et ça, je pense que c'est un mélange de biologie et de cognitive psychology qui est très intéressant. Et c'est possible d'avoir une synthèse, une explication beaucoup plus précise que, par exemple, les autres exemples de problèmes chez les bipolaires. Parce que c'est difficile de dire, par exemple, si on a les gros problèmes de couple, de finances, c'est très difficile de formuler des expériments qui est
suffisamment précis pour demander une question concrète. Mais l'alcool, c'est un peu différent. C'est possible de poser l'alcool comme problème un peu plus exactement qu'un problème de la vie, je pense. Bon. C'est quelle heure? Comment? Vous voulez finir? Très bien. Je pense que j'arrête ici parce que l'investigation qualitative était intéressante parce que, très simplement, c'était positif parce que les étudiants, en général, ils acceptent beaucoup que c'est important de poser ces questions dans une façon en ligne comme ça. En fait, c'est intéressant qu'il y a quelqu'un qui a dit que c'était préférable de poser ces questions dans le privé, parce qu'ils ont tous une relation entre eux et les ordinateurs, que c'est beaucoup plus facile d'être honnête, de répondre aux questions posées comme qui est un peu sensible, et qui aussi, il était très supporteur de le principe que nous, comme responsables de l'hôpital, de service pour les étudiants, on sont un peu plus proactifs dans le sens qu'on va chercher les problèmes chez eux pour améliorer en avant. Et pour nous, c'était très positif qu'on a une réponse supportive comme ça, parce que sans ça, c'est difficile d'imaginer comment construire les efforts d'intervention tôt, parce que c'est absolument nécessaire, que c'est acceptable aux les jeunes qui étaient le cible de nos efforts. Bon, j'espère que ce n'était pas trop pénible d'écouter et je serai très content de répondre aux questions. Merci beaucoup.